Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'une fois et demie la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux.
1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappist 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leur mouvement lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappist 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri b. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre. Et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible? L'avenir nous le dira. Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes.
Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence.
Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ces magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayons de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En 1 semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent.
Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les deux planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2/3 de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces, moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressés. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde.
Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien.